Pour la première fois depuis plus de 20 ans, les autorités turques ont imposé un couvre-feu dans 6 provinces du pays peuplées en majorité de Kurdes. Objectif, ramener le calme après les violentes manifestations. 18 morts contre le refus d'Ankara d'intervenir à Kobané, où se battent les Kurdes syriens contre les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Pour comprendre ce qui se joue, je reçois Laurent Lelekian, analyste politique, spécialiste de la Turquie. Ces événements, la bataille de Kobané, est-ce que ça risque de relancer les attentats en Turquie? Est-ce que ça risque de relancer la guerre avec la rébellion kurde? On rappelle 40 000 morts en 30 ans. Écoutez, c'était quelque chose qui paraît effectivement probable. De toute façon, Abdullah Öcalan de sa prison, donc d'Imranlı, avait averti, si le gouvernement ne fait rien pour défendre, le gouvernement turc, j'entends, ne fait rien pour défendre Kobané. Si Kobané tombe, surtout. Si Kobané tombe, eh bien, ça relancera la guérilla kurde, et c'est ce qu'on voit d'ores et déjà, avec un risque donc d'embrasement dans tout le sud-est du pays. Les Kurdes sont 15 millions, c'est ça en Turquie, hein, c'est à peu près 20% de la population. Ils sont très présents, vous l'avez dit, dans le sud-est. Comment ils vivent leur identité? Comment se passe la cohabitation avec le reste de la population? Écoutez, comme vous le savez, aujourd'hui, effectivement, ils sont dans le sud-est, mais ils sont aussi partout dans le pays, puisqu'il y a une grosse population kurde aujourd'hui à Istanbul. La cohabitation, elle se passe bien au jour le jour. Le problème, c'est un problème de questions de droits sociaux et politiques attribués à une minorité importante qui reste malgré tout constituée de citoyens de seconde zone. Et je voudrais insister sur un point, c'est que nous avions un certain espoir avec Celalettin Demirtas lors des dernières élections présidentielles, d'une représentation, si vous voulez, institutionnelle et modérée des minorités. Monsieur Celalettin Demirtas se présentait comme le représentant des Kurdes, mais également des Alévis, mais également des minorités chrétiennes. Eh bien, je crains que cette tendance modérée soit désormais balayée par les événements qu'on vient de voir. Mais quelle est historiquement, quelle est la valeur de Kobané? Est-ce que c'est la vitrine de cette rivalité ancestrale entre Turcs et Kurdes? Non, Kobané ne présente pas un caractère, même si aujourd'hui la guérilla d'obédience marxiste la présente comme la Stalingrad des Kurdes, elle n'a pas une valeur particulière dans la psyché kurde. Simplement, elle a une valeur tactique et voire même stratégique, dans la mesure où elle est le point de passage du Rojava, si vous voulez, de ce que les Kurdes appellent le Rojava, c'est-à-dire le Kurdistan syrien, et qui fait le lien entre le Kurdistan irakien et puis d'autres zones de peuplement kurde plus à l'ouest, au nord d'Alep, en gros. Mais l'enjeu, il est quoi? Il est militaire ou davantage politique? Alors, l'enjeu est clairement les deux, mais surtout politique. Pour les Kurdes voient actuellement s'effondrer leur rêve de constituer en marge du territoire syrien, sur la bande frontalière, une ébauche de Kurdistan syrien qui aurait fait le lien avec le Kurdistan irakien et avec le Kurdistan turc. Et d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire entre les liens qui ne sont pas si évident finalement entre les Kurdes de Syrie et de Turquie d'une part et les Kurdes d'Irak d'autre part. Et justement, les Kurdes de Turquie, il ne faut pas s'attendre à les voir venir prêter main forte, les Peshmerga aux Kurdes de Syrie, quelque part d'autres frères d'armes. Vous voulez dire peut-être? Oui. Les Kurdes d'Irak. Écoutez, aujourd'hui, le gouvernement autonome du Kurdistan commerce avec la Turquie, n'est pas d'obédience marxiste-léniniste comme peuvent l'être le YPG, donc les Kurdes de Syrie, ou les Kurdes de Turquie. Enfin, je parle des fractions majoritaires, je parle de ceux qui représentent le gros de la population. Et on sait qu'il y a un trafic de pétrole, des transactions pétrolières entre le gouvernement régional du Kurdistan irakien, et aussi d'ailleurs avec l'État islamique et la Turquie. Donc la Turquie peut continuer son business, si vous voulez, et là-dedans, les Kurdes de Syrie vont se sacrifier. Et la peur d'Ankara, voire des djihadistes de l'organisation de l'État islamique, si tant est qu'ils aient peur, c'est quoi? C'est de voir l'émergence d'un État laïque qui pourrait être créé autour de Kobané, dans Kobané, par les Kurdes de Syrie? Vous avez vu comme moi, comme tout le monde d'ailleurs, qu'aujourd'hui, il y a une représentation, voire une surreprésentation des femmes dans l'armée kurde, qu'effectivement c'est un mouvement d'inspiration marxiste-léniniste, donc plus totalement laïque, qui est prêt d'ailleurs à intégrer d'autres minorités que des Kurdes. Il existe même des franges de cette résistance qui incorporent des Arabes syriens et des chrétiens. Et effectivement, d'un autre côté, vous avez un gouvernement
turc qui est très proche, finalement de plus en plus proche en vérité de l'État islamique. Moi, honnêtement, quand je vois les chars turcs à 500 mètres de la frontière à l'arrêt, ça me fait penser à Varsovie en 1944, hein, où Staline avait arrêté ses chars, attendant que les nazis, en l'occurrence, écrasent la résidence locale polonaise, avant de pouvoir avancer et d'arriver en territoire politiquement vierge, si vous voulez, où tout a été détruit. Merci Laurent Lelekian d'être venu nous éclairer sur cette question kurde et cet enjeu de la bataille de Kobané. Merci. Tout de suite, on fait un